Lentement mais sûrement, le savoir-faire de la guerre biologique s'est déplacé des laboratoires étroitement surveillés de l'Ouest aux frontières de l'Afghanistan. En 1999, le président Bill Clinton avertissait le monde entier que Ben Laden était en train de mettre la main sur de telles armes et Ben Laden lui-même a déclaré qu'il y avait droit. Tout le monde est menacé. Toutes les traditions, toutes les cultures, tout le monde. Pas seulement les riches, pas seulement les pauvres, tout le monde. C'est une technologie que l'espèce humaine devrait craindre. Les armes biologiques ont un potentiel de destruction de masse. Mais jusqu'à présent, seules les attaques à petite échelle ont réussi. Durant nos recherches, nous avons trouvé précisément un groupe de terroristes, les Rajneeshis, qui avaient réussi une attaque terroriste bactériologique en Oregon. C'étaient des adeptes de Bhagwan Shree Rajneesh. Ils étaient assez nombreux. Plus de 10 000 d'entre eux s'étaient installés sur un ranch qu'ils avaient acheté. Leur objectif était de constituer le ranch en municipalité. Pour cela, il fallait tenir un référendum. Comme tous les politiciens, ils ont compté les votes à l'avance. Et apparemment, les choses ne sont pas très bien. Pour tenter d'influencer les élections, leur leader, Rajneeshi Mahanand, a organisé l'empoisonnement d'innocents dans la ville. S'ils se montrent sectaires, ils le paieront. Ils ont utilisé la salmonellose pour empoisonner des salades et rendu malades 700 personnes, ce qui est pas mal. S'ils avaient utilisé un germe plus dangereux, il y aurait eu des morts. C'était un essai pour voir s'ils pourraient fausser les élections. C'est facile. Tout dépend de l'objectif du terroriste. Pour les adeptes de la secte japonaise Aum Shinrikyo, l'objectif était de provoquer la fin du monde, rien de moins. En 1993, ils ont disséminé des bacilles du charbon à 9 reprises dans le centre-ville de Tokyo. Il se trouve que c'était une souche A virulente, ce qui veut dire qu'elle ne pouvait pas provoquer de maladie. Et bien qu'ils aient produit et relâché cet agent, ils n'ont pas fait de victimes. C'est une difficulté technique qu'ils n'ont pas réussi à surmonter, ce qui ne veut pas dire que d'autres groupes terroristes feront la même erreur. 2 ans plus tard, les membres de la secte ont recommencé avec quelque chose de plus facile. Le sarin, un agent chimique. Ils ont réussi à tuer 12 personnes dans le métro de Tokyo. S'ils avaient utilisé une arme biologique plutôt que chimique, le nombre de victimes aurait été bien pire. Il est bien plus difficile de fabriquer des armes biologiques qu'on ne l'imagine généralement. Pour lancer une attaque biologique efficace de grande échelle, il faut résoudre une énorme quantité de problèmes. Je n'entrerai pas dans les détails, mais il y en a vraiment beaucoup. Bien sûr, il est toujours possible qu'une tentative terroriste de moindre envergure produise des résultats. Depuis le 11 septembre, c'est précisément ce genre d'attaque biologique que les Américains redoutent. En l'espace d'une semaine, tous les avions d'épandage commerciaux ont été cloués au sol. Le FBI avait la preuve que Mohamed Atta, l'un des pirates de l'air, s'était renseigné sur les avions d'épandage plus tôt cette année. Quelques jours plus tard, les autorités américaines ordonnaient le stockage d'une quantité suffisante de vaccins contre la variole pour protéger toute la population américaine. À ce moment-là, des lettres contenant le bacille du charbon, destinées à des médias et des politiciens, avaient déjà été postées. Le 12 octobre, Judy Miller ouvrait la lettre qui portait son nom. J'ai ouvert la lettre rapidement et toute cette poudre en est sortie. J'en ai eu partout, dans mon visage et sur mes mains. Je suis allée aux toilettes pour essayer de m'en débarrasser en me lavant le visage et j'ai essayé d'éloigner mes collègues. Ça m'a vraiment fait prendre conscience de la situation, car tant que ça ne nous arrive pas personnellement, on ne le réalise pas. 3 jours plus tard, nous avons eu la certitude que la lettre ne contenait pas de bacille du charbon. D'autres ont eu moins de chance. Plusieurs personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été contaminées. Le courrier demeure le mode de transmission. Et tandis que les enquêteurs essaient de remonter cette piste, des scientifiques examinent les bacilles du charbon pour trouver des réponses. Bill Broad a rencontré Paul Jackson du laboratoire national de Los Alamos, à qui on a envoyé des échantillons du bacille prélevés en Floride pour l'analyser. Une bonne partie du travail de Paul Jackson est classifiée. Mais il peut nous dire ceci.
Tout comme un laboratoire judiciaire peut identifier un meurtrier en étudiant son ADN sur un seul cheveu ou sur une goutte de sang, Paul Jackson peut analyser un agent de guerre biologique en étudiant un échantillon de quelques gènes à peine, un minuscule fragment d'ADN. Chacun se présente comme un code-barre. Chacun représente une bactérie différente. En examinant le schéma en détail, on peut obtenir une empreinte génétique pour chaque échantillon. Et avec cette information, on peut parfois trouver sa provenance. On peut faire d'autres analyses aussi. On peut dire s'il est résistant à certains antibiotiques. Nous parvenons même à déterminer s'il a été manipulé génétiquement. Ils sont en train de bâtir une base de données qui permettra de savoir rapidement d'où provient le germe. A-t-il été trafiqué? Est-il plus dangereux qu'une souche sauvage? A-t-il été manipulé d'une manière qui exige des précautions de traitement spécial? Ce sont là les recherches d'envergure mondiale sur l'aspect biologique de la menace. Les premières analyses révèlent qu'il s'agit d'une souche découverte par des vétérinaires dans l'Iowa. L'inquiétant, c'est qu'il en existe des échantillons dans de nombreux laboratoires du monde entier. Le bacille du charbon envoyé au sénateur Daschle, chef de la majorité au Sénat à Washington, soulève d'autres questions effrayantes. Il y a eu beaucoup de confusion à propos de ce que le bureau du sénateur Daschle a reçu. Mais les sources qui nous semblent le plus fiables nous disent qu'il a reçu une forme aérosolisée. Et c'est pourquoi nous n'avons trouvé aucune trace ni sur le plancher, ni sur l'ordinateur, ce qui veut dire que tous les bacilles du charbon contenus dans la lettre ont été dispersés dans l'air. Et donc, qu'il s'agissait de particules très pures, très fines, manipulées par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, quelqu'un qui a travaillé pour un programme ou qui avait accès à quelqu'un qui a travaillé pour un programme d'armement offensif. Ce quelqu'un pourrait être un extrémiste américain ou un sympathisant de Ben Laden. Et pour certains, il constitue la plus grande des menaces pour l'avenir. Osama Ben Laden a des armes biologiques, cela ne fait aucun doute. Il faut se dire qu'il en a, et que même si son mode de dissémination est primitif, il va s'en servir. Je pense que la question est de savoir quand, où et de quelle magnitude. Au cours d'un voyage en Afghanistan, Jody Miller s'est approché d'un des camps d'entraînement de Ben Laden près de Darota. Lorsque je suis arrivée à la route qui menait à ce camp, j'ai rencontré des gens qui prenaient la sécurité très au sérieux. Les renseignements américains savaient que Abu Kabab, le dirigeant du camp, faisait des expériences avec des agents chimiques, des poisons, des toxines, des agents biologiques bruts sur des lapins et des chiens. Ils avaient vu sur des photos satellites des animaux attachés à des poteaux dans des régions où l'on savait qu'ils faisaient des essais. Il n'y a aucun doute depuis mon voyage que c'est ce qu'ils cherchent. Personne n'a réussi à établir la provenance des lettres, ni la source du bacille du charbon. Mais ces attaques confirment les pires craintes des experts qui sont convaincus qu'au 21e siècle, les armes biologiques seront l'arme nucléaire des pauvres. Ce savoir-faire est disponible sur le marché mondial. Il suffit d'être prêt à payer. Et Osama Ben Laden a montré par son organisation sophistiquée, son acharnement, qu'il est prêt à payer le prix qu'il faudra pour acquérir cette connaissance. On a franchi une ligne de démarcation, une ligne très importante, ce qui me fait dire que plus rien n'est impensable. Il y a des gens, peu importe qui ils sont, qui cherchent à provoquer autant de morts et autant de terreur que possible. Ils n'ont pas peur de massacrer des innocents. Ils ne s'intéressent pas aux choses qui nous tiennent à cœur et que nous considérons justes au plus profond de notre morale et de notre société. Peu leur importe. Ce qu'ils veulent, c'est tout détruire. Voilà pour cette édition des grands reportages. Les nouvelles suivent après la pause. Restez bien informés. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt.